Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Science et Foi. Nous sommes en compagnie de Jacques Sauvagnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes micropaléontologue et professeur à l'Université de théologie de Collonges-sous-Salève. Oui. Nous allons voir aujourd'hui ensemble l'évolution, la théorie de l'évolution. Pour commencer, est-ce qu'on peut exposer ses points forts, ses points faibles? Alors en effet, si une telle théorie a tant de succès, c'est qu'évidemment elle a des points forts. Sinon, elle aurait été abandonnée depuis longtemps. En effet, donc, d'une manière générale, elle propose un scénario qui est rationnel, qui est attrayant et qui a l'avantage de réunir toutes sortes d'observations qui viennent de différentes sciences. Et donc aujourd'hui, cette théorie a quand même un certain nombre d'observations qui sont nettement en sa faveur. Par exemple, le fait que les fossiles ne se trouvent pas tous mélangés dans toutes les couches géologiques. On voit des fossiles extrêmement simples et plutôt marins dans les couches les plus profondes, alors qu'au fur et à mesure qu'on monte, on voit apparaître les vertébrés, on voit apparaître des animaux terrestres et on voit apparaître finalement les premiers primates bien plus tard et enfin les fossiles humains. D'autre part, il y a bien effectivement quelques formes intermédiaires que l'on peut trouver entre certains groupes, notamment entre certains reptiles et certains mammifères. Donc, si vous dites qu'on remarque quelques espèces intermédiaires, ça veut dire qu'il en manque? Alors justement, ça fait partie de ces points faibles. C'est qu'en effet, les formes intermédiaires devraient être beaucoup plus nombreuses. D'ailleurs, Darwin lui-même s'en inquiétait et il espérait qu'avec le temps, on trouverait plus de formes intermédiaires. Aujourd'hui, certains paléontologues rappellent, et je citerai Gould, rappellent que malgré plus d'un siècle de recherche, on reste toujours devant une certaine absence de formes intermédiaires, ce qui est évidemment un problème. Mais en même temps, surtout, elle a le défaut de ne pas expliquer le point de départ de tout ça, l'origine, notamment l'origine de la vie. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, mais jusqu'à présent, beaucoup de difficultés pour résoudre le problème. L'univers lui-même, qui est en fait une sorte d'évolution de la matière, est quelque chose qui aboutit à un ensemble qui est tout à fait extraordinaire par rapport à la vie. Il faut savoir que l'univers est réglé de manière très fine, de telle manière que la vie sur la Terre, en tout cas, puisse exister. On sait qu'une variation quelconque, très faible, d'une des constantes physiques ou d'une des forces qui régit l'univers entraînerait l'impossibilité de la vie sur notre planète. Donc, comment en est-on arrivé là? Une théorie évolutionniste qui ne fait apparaître que une explication matérialiste des choses a beaucoup de difficultés à expliquer ça. D'autre part, donc, aussi l'explication de la complexité des organismes vivants. Comment peut-on expliquer cette complexité alors que le seul hasard est pris en compte dans la théorie de l'évolution? Des calculs ont été faits qui montrent bien que même des milliards d'années ne suffiraient pas pour permettre à la vie d'apparaître sur notre planète. Mais malgré ce hasard et les lacunes que vous venez de décrire, est-ce que cette théorie est valable scientifiquement? Alors, elle est valable scientifiquement dans la mesure où elle est
une tentative d'explication rationnelle des choses. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la toute première émission, une vérité scientifique n'est jamais définitive, absolue. Donc, c'est une explication provisoire. Il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des scientifiques ne sont pas prêts à abandonner cette façon de voir. Et je dois admettre qu'en effet, si on veut changer d'explication, il va falloir qu'on trouve des choses qui soient en total désaccord avec la théorie. Donc, on verra bien ce qui se passera par la suite. Mais c'est clair qu'il faut absolument se rendre compte que cette théorie a des faiblesses, et on verra bien qu'est-ce qui va l'emporter. Est-ce que ce seront ses forces ou est-ce que ce seront ses faiblesses? Donc, ça, on ne peut pas le dire à l'avance. Est-ce que ces faiblesses permettent de laisser une place à un créateur? Alors ça, c'est une question intéressante, en effet, parce que certains, on aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais certains scientifiques se posent effectivement la question, surtout les cosmologistes, en ce qui concerne ce réglage fin de l'univers. D'abord, le tout départ, le tout début de l'univers est pour l'instant le gros point d'interrogation. Comment la première particule est-elle née? Ça, personne ne peut répondre. Donc certains pensent déjà à une intelligence supérieure qui pourrait être à l'origine de ça. D'autre part, j'ai parlé de ce réglage fin de l'univers. Est-ce qu'une intelligence supérieure ne serait pas là derrière pour avoir dirigé le processus pour arriver à ce que la vie puisse apparaître sur notre planète, ou peut-être ailleurs d'ailleurs, on ne sait pas. Donc là, voilà pour les cosmologistes. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution biologique elle-même, la complexité est telle dans le monde vivant qu'en effet, certains auraient l'idée que peut-être là aussi une intelligence supérieure serait intervenue. Alors naturellement, je dois vous dire que la théorie de l'évolution n'admet pas ça au départ, puisqu'elle est purement matérialiste. Donc elle veut rester rationnelle. Et c'est vrai, je dois l'admettre, qu'à partir du moment où on introduit l'idée d'une intelligence supérieure, d'un créateur, on sort du domaine scientifique. Et c'est là, évidemment, tout le problème. Donc, la solution aux faiblesses de la théorie de l'évolution peut être, je sais que ce n'est pas satisfaisant pour beaucoup de scientifiques, pourrait être le Dieu créateur. Un Dieu avec une intelligence supérieure, capable de diriger tous ces processus pour arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Et notamment, quand on parle des capacités humaines, nettement supérieures à celles de tous les autres êtres vivants, même si certains animaux s'avèrent avoir des capacités tout à fait étonnantes d'intelligence, d'avoir dans leur tête un certain projet pour faire telle ou telle chose, ça n'a rien de comparable avec ce que l'homme est capable de faire. D'autre part, le sens artistique chez l'homme, le sens moral, les sentiments, etc., ce sont des choses que la théorie de l'évolution tente d'expliquer. Et donc, en effet, la théorie de l'évolution essaye d'entrer dans tous ces domaines, mais jusqu'à présent, il faut bien le dire, on est particulièrement dans la spéculation. Et c'est la raison pour laquelle le créateur, là aussi, pourrait être l'intervenant majeur dans cette évolution. Donc nous avons vu que la théorie de l'évolution permettait un scénario attractif, mais qu'il y avait cependant certaines lacunes. Et ces lacunes, pour certains scientifiques, pourraient être expliquées par une force supérieure. Oui. Exact. Jacques Sauvagnat, je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons une prochaine fois, Monsieur Sauvagnat, pour parler cette fois de la théorie créationniste. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir.